Hola a todos. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet accueil. C'est un grand honneur pour moi d'être dans cette assemblée et de faire connaître l'expérience du cas argentin. Au moment où nous sommes arrivés au gouvernement, l'Argentine était fondamentalement au bord de ce qui aurait été la pire crise de son histoire. Car elle combinait les éléments des trois plus grandes crises de l'histoire argentine. De plus, nous avions un déséquilibre monétaire, qui était le double de ce que nous avions en 1975. Avant Rodrigazo, nous avions une situation, à la Banque centrale, beaucoup plus précaire que celle que nous avions, en 1989, avant l'hyperinflation d'Alfonsine. Et nous avions des indicateurs sociaux pires que ceux que nous avions, à la fin de la convertibilité. Tout était donc prêt pour qu'une véritable explosion se produise. Dans le même temps, l'Argentine accusait un double déficit équivalent à 17 points de PIB. Vous savez que la littérature sur les indicateurs précoces de crise a 4 points de déficit jumeaux, en termes de PIB, est une alerte jaune. Dans le cas de 8 points de PIB, cela laisse présager une énorme crise. Alors imaginez ce que c'était que d'affronter 17 points. Dans le même temps, sur ces 17 points, 15 provenaient du secteur public national, dont 5 correspondaient au déficit budgétaire généré par le Trésor et 10 points correspondaient au déficit quasi-budgétaire, c'est-à-dire le déficit généré par la Banque centrale. Ceci, en outre, dans un contexte où la Banque centrale disposait de réserves internationales nettes négatives de près de 12 milliards de dollars. Nous avions des dettes auprès des importateurs pour 50 milliards de dollars. Nous avions des dividendes en attente de 10 milliards de dollars. Nous avions des dettes arrivant à échéance, en pesos, pour l'équivalent de 90 milliards de dollars. Des échéances de dettes, en dollars, pour 25 milliards de dollars. Principalement auprès d'organismes multilatéraux, mais nous avons eu l'accord avec le Fonds monétaire international tombé en raison des défauts successifs du gouvernement précédent. Et, en plus, nous avions, au sein du bilan de la Banque centrale, des dettes rémunérées pour l'équivalent de 4 bases monétaires arrivant à échéance en un jour. Bref, tout était réuni pour qu'il y ait une véritable catastrophe. Cependant, nous ne nous plaignons jamais de l'héritage, nous le décrivons seulement, car nous devons aussi être honnêtes. Dans des conditions normales, de pression et de température, je ne serais pas président. Dans des conditions normales, il n'y aurait pas de présidents libéraux libertaires et c'est pourquoi il n'y en a jamais eu dans le monde. C'est pourquoi je suis le premier président libéral libertaire de l'histoire de l'humanité. En ce sens, au même moment, l'inflation atteignait, si l'on regardait la première semaine de décembre, un taux de 1% par jour. Cela représente environ 3700% par an. Dans les 15 premiers jours de décembre, elle atteignait déjà un taux de 7500% par an. Et l'inflation de gros, pour le mois de décembre était de 54%, ce qui, annualisé donnait 17 000%. Ce qui était tout à fait réalisable, compte tenu de tout le déséquilibre monétaire que présentait l'Argentine et que, dans des conditions normales, l'Argentine aurait validé monétairement. Par conséquent, pour éviter la catastrophe qui aurait provoqué une hyperinflation, il a fallu interrompre rapidement les émissions monétaires. En ce sens, la première chose que nous avons entreprise a été du côté du Trésor, un fort ajustement budgétaire. Et nous nous sommes fixés pour objectif d'atteindre un déficit zéro. L'objectif du déficit zéro, en termes financiers, implique que la dette n'augmente plus. Si la dette n'augmente pas,
le ratio dette-produit n'augmente pas. Le pays devient donc un débiteur solvable et donc digne de crédit. Cette tâche que nous avions décidé d'accomplir, dès la première année de gestion, tout le monde nous disait que c'était impossible. Qu'il nous était impossible de faire un ajustement de 5 points de PIB, que seulement, dans le meilleur des cas, on pouvait faire un ajustement de 1 point de PIB. De plus, au cours des 123 dernières années de son histoire, l'Argentine a enregistré un déficit budgétaire pendant 113 ans, et parmi les 10 pays qui avaient un excédent. Cet excédent est trompeur car l'Argentine était en défaut de paiement et n'a pas payé d'intérêt. Et étonnamment, et grâce à l'énorme travail de l'énorme ministre de l'économie que j'ai, qui est Luis Caputo, qui est ici, nous avons atteint l'équilibre financier, dès le premier mois de gestion. Aujourd'hui, nous avons déjà un excédent financier depuis 8 mois. Nous avons réussi à réduire le risque pays. De niveau de 2900 points à 1300 et avec une tendance à la baisse continue et avec un engagement inébranlable envers les comptes publics. En fait, il y a quelques jours, j'ai dû opposer mon veto à une augmentation irresponsable des retraites par le Congrès. Ou incroyablement alors que, sous l'administration précédente, les retraites avaient perdu près de 40% en termes réels, et qui, sous notre gouvernement, elles avaient gagné plus de 5%. En termes réels, ils ont voté une loi qui impliquait une augmentation des dépenses publiques d'au moins 1,2 du PIB. En outre, ils n'ont proposé aucun mécanisme de financement. Ce qui est une situation absolument irresponsable et qui, en termes dynamiques, impliquait une augmentation du ratio dette-produit de 67% du PIB. C'est-à-dire que cela impliquait directement d'exterminer l'avenir des jeunes avec une dette absolument impayable. Par conséquent, notre engagement en faveur de l'équilibre budgétaire est inébranlable et nous ne sommes pas disposés à négocier, sous quelque point de vue que ce soit, l'équilibre budgétaire. Cet équilibre budgétaire, au fil des mois, nous a permis non seulement de sauver le programme avec le Fonds monétaire international, mais, en même temps, il nous a permis de construire une courbe du peso, et dans ce contexte nous avons commencé le nettoyage de la Banque centrale, puisque les 2/3 du déficit étaient générés par la Banque centrale. Et cela impliquait une création endogène de monnaie qui alimentait également l'inflation. Nous avions déjà coupé la chaîne de diffusion du Trésor. Nous avons donc dû commencer à supprimer les chaînes de diffusion de la Banque centrale. Et cette tâche que personne n'a mentionnée, dont personne n'a osé montrer comment elle a été résolue. Dans une tâche gigantesque, typique d'un cyclope, notre président de la Banque centrale, Santiago Bosili, en 7 mois, a réussi à éliminer le déficit quasi-budgétaire. En même temps qu'un énorme travail réalisé par notre secrétaire des Finances, le docteur Pablo Quirno. Et, désormais, l'Argentine n'aimait plus ni pour financer le trésor ni pour financer le déficit quasi-budgétaire. Par conséquent, nous étions en mesure d'évoluer, non seulement maintenant, vers une situation de déficit zéro, mais nous étions en mesure d'évoluer vers une situation d'offre de monnaie excédentaire nulle. Cela signifiait que nous étions en mesure d'émettre uniquement contre l'achat de dollars. Et dans ce contexte, fondamentalement, ce que nous considérions était que cette émission avait une demande de monnaie comme contrepartie et que, par conséquent, cela n'allait pas conduire à une perte du pouvoir d'achat de la monnaie.
Et donc cela allait bien fonctionner pour réduire l'inflation. Cependant, au fur et à mesure que nous avancions, nous nous sommes rendus compte que, à proprement parler, étant donné le contrôle des capitaux qui persiste encore, même s'il est bien inférieur à celui que nous avions au début, juste pour qu'ils aient un ordre de grandeur, à notre arrivée, seulement 15% des importations étaient payées et, aujourd'hui, 95% des importations sont payées. Et, en ce sens, nous avons encore des problèmes de stock à résoudre. Ce qui a des conséquences sur la conception de la politique monétaire, que j'expliquerai dans un instant. Mais l'une des choses que nous avons réalisées est que, lorsqu'il y a une libre mobilité des capitaux, ceux qui apportent les dollars achètent des pesos et ils achètent ces pesos pour effectuer des transactions et c'est pourquoi cela ne génère pas d'inflation. Cependant, lorsque vous avez le contrôle des capitaux, cette opération ne consiste pas tant à acheter des pesos, mais plutôt à vendre des dollars parce que vous êtes obligé et que les pesos que vous émettez, maintenant, n'ont pas nécessairement de demande de monnaie et, par conséquent, le reste est ce qui génère l'inflation. Face à cette situation, nous avons décidé de radicaliser notre politique monétaire et de passer directement à un niveau zéro émission. Autrement dit, le montant d'argent reste constant. Naturellement, cela a déjà eu des conséquences et cela se voit, car l'inflation globale s'élève, aujourd'hui à 2,1%. Cela signifie que si vous voyagez avec une inflation annualisée de 17 000%, aujourd'hui, nous sommes à des niveaux de 2%, ce qui signifie 28% par an. Ce qui est un véritable exploit, car nous y sommes parvenus sans fixer le taux de change, sans contrôler les prix, sans hyperinflation préalable, qui permet la reconstruction de la demande de monnaie et qui facilite la stabilisation, sans violer les droits de propriété et, au milieu, en outre, en recomposant les prix relatifs qui avaient été piétinés par l'administration précédente. Je veux dire, c'est pourquoi je dis toujours que mon ministre de l'économie, dont je suis si fier, le docteur Luis Toto Caputo, restera dans les mémoires comme le meilleur ministre de l'économie de l'histoire, parce que ce qu'il fait est vraiment une tâche énorme. Cela dit, face à ce nouveau schéma de politique monétaire, on nous a demandé s'il y avait, maintenant, une intervention sur le marché et on nous a interrogé sur la question de l'accumulation de réserves. Concernant l'intervention, étant donné que nous avons toujours le contrôle des capitaux, ce que je peux dire, c'est que le niveau d'intervention, maintenant, a diminué parce que dans un monde sans intervention, à quoi ressemblerait le monde sans intervention? Le taux de change serait libre. La variation de la quantité de monnaie serait nulle et la variation des réserves serait nulle. Dans ce contexte, le taux de change parallèle est libre, en Argentine, non seulement cela, mais aussi avant, lorsque nous obligions les exportateurs à liquider leurs dollars. Pour chaque 3 dollars que nous achetions, nous intervenions pour 3. Aujourd'hui, comme nous maintenons le montant des pesos constant, au début nous avons restitué essentiellement 2 dollars, avec lesquels l'intervention avait diminué d'un tiers et aujourd'hui l'écart est beaucoup plus petit et fondamentalement les niveaux d'intervention continuent de baisser. Ainsi, loin d'être plus d'intervention, il y a moins d'intervention. En même temps, on nous interroge sur la question de l'accumulation de réserves. Et la vérité est que c'est un argument assez ridicule et conceptuellement médiocre. Car la question est la suivante. Si cet argument était vrai, cela signifierait que tous les pays qui ont un taux de change libre feraient défaut. Ce qui est une énorme absurdité.
Fondamentalement, notre argument est que les dollars destinés à payer le service de la dette doivent être achetés avec des excédents budgétaires. Ils doivent être achetés avec discipline budgétaire, avec des économies fiscales et non avec une question monétaire, car lorsque vous l'achetez avec une question monétaire, en réalité ce que vous faites, c'est escroquer les citoyens. Parce que, d'une part, vous achetez des dollars, ils injectent des pesos, mais les dollars qu'ils ont, la banque centrale, les achète en émettant des pesos. Puis le gouvernement place des obligations sur la banque centrale. En fait, le plus grand créancier de l'État national est la Banque centrale, sous la dernière administration. Le Trésor a volé à la Banque centrale, et donc aux Argentins, 45 milliards de dollars. Et c'est pourquoi nous n'allons pas permettre cette arnaque. L'époque où l'État argentin escroquait, principalement les bons argentins et leurs créanciers est révolue. Par conséquent, les dollars seront achetés avec un excédent budgétaire et non avec une taxe inflationniste cachée. Cela dit, nous n'avons pas seulement travaillé à la stabilisation de la situation macroéconomique, car une autre des grandes exigences que j'avais décrites comme choquantes en tant que président n'était pas seulement de maîtriser l'inflation, qui est en route, mais, en plus, nous avions comme agenda la réduction de l'insécurité. L'Argentine semblait être un no man's land. Il semblait impossible de contrôler les manifestations, les piquets et toutes ces activités illégales qui empêchaient la possibilité de travailler en paix pour les bons Argentins. Et dans ce sens également, je veux reconnaître l'énorme travail de ma ministre de la Sécurité, le docteur Patricia Bullrich, qui est également ici avec nous, ou, face à la première marche. Elle a élaboré le protocole anti-piquetage et à partir de là plus aucune rue n'a été bloquée, en Argentine. Et en fait, nous n'avons pas fait de piquet depuis 4 mois. C'est-à-dire qu'ils ont complètement abandonné. Et pas seulement cela, mais, dans la province de Santa Fe, la ville de Rosario, un foyer habituellement victime du trafic de drogue, le mois dernier. 0 homicide a été atteint et jusqu'à présent, la mise en œuvre du plan Bandera a diminué de 80%. Par conséquent, nous respectons également cette partie qui exigeait la description choc de la fin de l'insécurité. Non seulement cela, mais depuis la campagne elle-même, nous avons une position internationale claire. En plus, nous avons toujours dit que nous allions nous allier au monde libre, que nous allions être contre les autocrates. Déjà en tant que député, je m'étais prononcé en faveur de l'Ukraine contre l'invasion russe et, en outre, mon alignement avec les États-Unis était si clair, peu importe qui va gouverner les États-Unis, parce que c'est une décision stratégique d'être un allié des États-Unis. En tant que représentant du monde libre, nous avons également dit que nous allions nous aligner sur Israël. Nous avons également souligné que nous allions nous aligner sur le monde libre et que nous allions rejeter catégoriquement l'agenda 2030 et tout ce qui touche au catéchisme éveillé. En ce sens, hier, ma grande chancelière, le docteur Diana Mondino, qui est ici, a donné un véritable cours sur les raisons pour lesquelles les Nations Unies ne devraient pas s'éloigner de leur objectif initial de maintien de la paix, devraient cesser d'embrasser l'ensemble de l'agenda socialiste, qui ne conduit qu'à l'appauvrissement. C'est pourquoi nous avons également donné hier des signes forts de notre alignement non seulement sur le monde libre, mais, en outre, sur les idées du capitalisme de marché libre. Bien entendu, nous sommes également interrogés sur la politique sociale. On dit que nous n'avons pas de cœur. Je dirais que ceux qui font ce commentaire n'ont pas de cervelle. En fait,
Beaucoup de gens n'ont pas aimé le dernier message que j'ai publié sur Instagram à propos du virus KUKA-12. Mais au-delà de cela, les seuls postes qui ont fortement augmenté sous notre gouvernement ont été ceux liés aux dépenses de confinement social. Nous savions que procéder au plus grand ajustement budgétaire de l'histoire de l'humanité équivalait à mettre en danger la situation sociale. Et nous n'avons pas seulement doublé les montants. En fait, qu'est-ce qui a à voir avec les deux projets les plus importants de l'Argentine, à savoir l'allocation universelle pour enfants et la carte alimentaire, non seulement doublé et plus, mais, aujourd'hui, couvre tout le panier de base. Cela représente donc une amélioration substantielle par rapport à ce dont le gouvernement populiste, si préoccupé par le peuple, n'a couvert que la moitié. Mais pas seulement cela, mais aussi, au milieu, nous nous sommes retrouvés avec les intermédiaires, avec les gestionnaires de la pauvreté. C'est-à-dire ceux qui gardaient une partie de l'argent destiné aux secteurs les plus vulnérables. Et, évidemment, toucher à ces privilèges. Le fait de toucher à ces vols a généré de nombreuses opérations de presse contre notre gouvernement. Des opérations de presse qui, en outre, sont surstimulées du simple fait que nous réduisons leur calendrier publicitaire. Nous croyons en la vraie liberté. Et non pas qu'un gouvernement doive soudoyer les journalistes pour qu'ils disent ce qu'ils veulent. S'ils sont si bons qu'ils sont compétitifs sur le marché et gagnent la faveur du consommateur. Comme toutes les bonnes entreprises gagnent leur marché. Mais ce n'est pas tout, car en plus, nous avons initié un ensemble de réformes structurelles. En promouvant la loi base et en envoyant un décret de nécessité et d'urgence, où nous avons réussi à faire adopter ces réformes, avec 15% de la Chambre des députés, et avec 10% de la Chambre des sénateurs, et il est incroyable qu'ils nous remettent encore en question qu'il n'y ait pas de gestion. En cela, je dois également remercier profondément le docteur Guillermo Franco, qui est à Buenos Aires, pour sa gestion de tout ce qui concerne la question politique et pour avoir pu obtenir de si grands résultats. Pourquoi ces réformes sont-elles importantes ? Premièrement, parce que ces réformes sont 8 fois plus importantes que la réforme menée dans les années 90 par Carlos Saúl Menem. Étant donné que la réforme de Menem avait été la plus importante de l'histoire. Aujourd'hui, la plus grande réforme structurelle de l'histoire est celle que nous menons et nous ne l'avons fait qu'en 6 mois. Cela impliquera que l'Argentine grimpe de près de 80 positions, en termes de liberté économique, et que, en termes de fonctionnement du système, nous commençons à ressembler à des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la France. Mais cela ne nous suffit pas. Nous envisageons d'être le pays le plus libre du monde et, pour y parvenir, nous avons encore 3200 réformes structurelles en attente qui, en fait, lorsque nous les aurons achevées, nous ferons, sans aucun doute, le pays le plus libre du monde. En cela, je voudrais également souligner l'énorme travail réalisé par un autre de mes grands ministres. C'est le cas du docteur Federico Sturzenegger, où jour après jour, nous déréglementons et éliminons les obstacles à l'économie. Par conséquent, ne doutez pas que nous allons tout donner pour devenir le pays le plus libre du monde. Car même les pays les plus libres sont 12 fois plus riches que les pays réprimés, ils ont un taux de croissance double. Ils sont 25 fois moins pauvres au format standard et 50 fois moins pauvres au format extrême. Par conséquent, si l'Argentine veut sortir du trou dans lequel le socialisme nous a plongés, ce dont nous avons besoin c'est d'embrasser à nouveau la ville de la liberté. Quelque chose que nous avons déjà fait, l'Argentine, a embrassé les idées de liberté,
en 1860. Lorsque la Constitution Alberdi de 1853 a été mise en œuvre, et d'un pays de barbares, en 35 ans, nous sommes devenus la première puissance mondiale. Alors, dans un monde plus intégré, mieux communiqué et doté de nombreuses possibilités technologiques pour accélérer la convergence, pourquoi n'allons-nous pas le faire maintenant? La seule chose dont nous avons besoin, c'est de courage, et, croyez-moi, s'il y a quelque chose que j'ai en abondance, c'est du courage de le faire. Finalement, la question est de savoir comment vont-ils grandir. Le premier point est que la croissance ou l'expansion comportera deux parties. Il y a une partie qui aura à voir avec ce qu'est la reprise cyclique. En fait, aujourd'hui, quand on regarde les séries économiques, 80% des séries commencent à montrer des résultats positifs. Autrement dit, la carte de l'activité argentine commence à devenir, presque entièrement, verte. Et cela est dû en partie à une reprise cyclique. Depuis 5 mois, les salaires dépassent systématiquement l'inflation, c'est-à-dire que nous avons amélioré les salaires réels. Cela vaut également pour les départs à la retraite. Dans le même temps, réduire l'inflation élimine cette distorsion qui génère de l'inflation dans le fonctionnement du système de prix. En fait, je voudrais aussi mentionner quelque chose, car l'expérience argentine montre aussi quelque chose d'intéressant en termes de stabilisation. C'est que la manière saine de corriger l'inflation n'est pas d'augmenter les taux d'intérêt, mais d'arrêter d'imprimer de la monnaie. Car ce que vous devez savoir, c'est que le taux d'intérêt existe, indépendamment du fait que l'argent existe ou non. Le taux d'intérêt existe parce que le temps existe, et non parce qu'une banque centrale imprime de l'argent. Et c'était un élément très important parce que si nous avions ignoré les recommandations d'augmenter le taux d'intérêt comme mécanisme de stabilisation, nous aurions eu un ratio de passif monétaire, en termes de base monétaire, de près de 10 fois aujourd'hui, et nous serions en train de discuter des caractéristiques de la catastrophe argentine, et non de la façon dont l'Argentine a réussi à mettre fin à l'inflation. Mais il est parfois nécessaire de revenir aux racines, de relire les auteurs du 19e et du début du 20e siècle. Avant l'apparition de l'aberration de 1936, appelée la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, par cet être sinistre qu'était John Maynard Keynes. Cela dit, je suis Milay. À quoi vous attendiez-vous? Cela dit, nous avons aussi un élément qui joue en notre faveur, qui est la recomposition des stocks. L'économie argentine a donc été surstockée. Dans la dernière partie du gouvernement kirchnerien, au cas où une hyperinflation éclaterait et pour être protégée avec des actifs réels. Et ces stocks ont été épuisés dans la première partie de l'année, et, par conséquent, aujourd'hui, le cycle boursier joue positivement. Tout comme la reprise de la demande à travers les augmentations de salaires et les augmentations de pensions, et qui se manifeste dans le niveau croissant d'utilisation de la capacité installée dans les différents secteurs de l'économie. Mais, clairement, cela fait le cycle. Mais ce n'est pas tout, il y a plus, et il y a d'autres choses qui favoriseront la croissance économique. Premièrement, la croissance est générée par l'investissement, et il faut financer cet investissement, c'est-à-dire qu'il faut de l'épargne. Et fondamentalement, l'ajustement budgétaire que nous avons réalisé a permis aux Argentins de récupérer 15 points de PIB en économie. C'est-à-dire qu'en décembre de l'année dernière, nous discutions des caractéristiques de l'hyperinflation.
Aujourd'hui, nous discutons de l'existence des prêts sur 30 ans et de la manière dont ils sont structurés. Cela montre donc que les banques ont cessé d'être des bureaux qui financent indirectement le Trésor et ont dû aller travailler comme des banquiers, ce que nous voulions qu'elles fassent. D'un autre côté, ce sera un élément formidable pour la croissance économique. En même temps, nous allons libérer les pinces. Nous lèverons les restrictions lorsque le taux d'inflation, qui fait partie du programme macroéconomique, sera nul. Fondamentalement, vous avez un taux d'inflation observé à la consommation de 4%. Et une inflation induite par le programme, compte tenu des contrôles de capitaux, du taux de change à taux variable et de l'inflation internationale, de 2,5%. Par conséquent, le taux d'inflation est aujourd'hui de 1,5%. Lorsque ce chiffre et demi aura disparu, nous nous retrouverons dans une situation où les LFI auront également disparu et la base monétaire, dans le format traditionnel, coïncidera avec la base monétaire large. À ce moment-là, l'excédent monétaire aura disparu et nous pourrons ouvrir le contrôle des devises sans problème. Car il n'y aura plus assez de munitions pour charger les armes qui pourraient miner la stabilité macroéconomique, car l'excédent de pesos aura été éliminé de l'économie. Dans le même temps, notre discipline budgétaire entraînera inévitablement une diminution du risque pays. En fait, lorsque nous discutions des impacts de ce que fait le Congrès, nous avons remarqué qu'à chaque fois que le risque pays augmente de 100 points de base, le PIB, en dollars, chute de 1,8 et de 0,6 en pesos. Cela signifie, par exemple, que si nous devions revenir aux anciennes méthodes proposées par les procureurs dégénérés du Congrès national argentin, cela signifierait perdre un tiers du PIB, soit près de 200 milliards de dollars. Je ne le permettrai pas. Je vais opposer mon veto à tous ces excès qu'ils veulent commettre lorsqu'ils veulent attaquer le résultat budgétaire. Et la conséquence de cela sera que, inexorablement le risque pays diminuera, le taux d'intérêt va baisser et, par conséquent, nous allons accélérer l'accumulation du capital. La productivité augmentera et l'économie argentine se développera et récupérera ses salaires. Et une dernière remarque sur le piège du taux de change. Contrairement à toutes les autres expériences qui ont résulté du passage du taux de change officiel au taux de change parallèle, nous démontrons que cela peut être fait du taux de change parallèle au taux de change officiel. Lorsque nous avons lancé le programme Zéro Émission, nous étions confrontés à une situation où le taux de change parallèle était de 1500. Alors que les prévisions des analystes indiquaient qu'il atteindrait 2000 dans les semaines à venir. Aujourd'hui, le taux de change parallèle est de 1200, et dans certaines mesures, de 1190. Tandis que le taux de change officiel, corrigé de la taxe du pays, est d'environ 1100. En d'autres termes, l'écart se réduit désormais à moins de 10%. Par conséquent, lorsque nous avons dit que l'écart serait comblé, du haut vers le bas, nous le remplissons. Et le jour où nous aurons fini de lever le contrôle des devises, l'excès de demande de devises étrangères sera comblé et, par conséquent, l'excès d'offres sur le marché obligataire sera comblé et, par conséquent, le prix des obligations augmentera. Le taux d'intérêt sera abaissé, permettra de combler l'excédent d'offres sur le marché des biens. Il y aura une nouvelle expansion de l'activité économique. L'offre excédentaire de main-d'œuvre sera également réduite, ce qui entraînera des salaires plus élevés et davantage d'emplois, et donc moins de personnes pauvres et démunies.
C'est pourquoi je veux vous dire que l'Argentine se lève et embrasse les idées de liberté. Nous nous engageons à créer le meilleur gouvernement de l'histoire. Nous nous engageons à être un phare pour les idées de liberté, afin que chacun mette de côté les idées socialistes et réintègre les idées de liberté. Et nous sommes convaincus que nous y parviendrons. Alors merci beaucoup. Vive la liberté, bon sang.